bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain, leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Chaque jour, la DCSD met en œuvre au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères la coopération structurelle de la France dans les domaines de la défense, de la sécurité intérieure et de la protection civile. Mise en place à la demande explicite d'un pays partenaire, cette coopération contribue au renforcement capacitaire, humain et logistique des armées ou forces de sécurité des pays partenaires à moyen et long terme. Ainsi, en contribuant à renforcer la défense et la sécurité du pays demandeur, la DCSD participe pleinement à son développement tout en contribuant au rayonnement et à la politique étrangère de la France. Composante du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la DCSD est un des instruments de sa politique étrangère et un acteur majeur de la coopération structurelle. Forte d'un réseau de plus de 300 experts et coopérants répartis dans 52 pays et issus des ministères des Armées, de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances et de la Justice, ils agissent quotidiennement avec leurs partenaires étrangers sur des projets de développement, de formation, de conseil ou d'aide logistique. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, nous allons traverser l'Atlantique pour partir à la rencontre de Philippe Salenave, coopérant en Équateur pour la DCSD et expert technique international en sécurité civile pour la zone Amérique du Sud. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, je suis le commandant Philippe Salenave, je suis sapeur-pompier professionnel. Concernant mon parcours, j'ai fait 18 ans dans l'armée de terre. Et à l'issue de cette période-là, j'ai fait un détachement intégration vers les sapeurs-pompiers dans lesquels je suis depuis maintenant 13 ans. Est-ce que vous connaissiez les missions de la DCSD avant et pourquoi demander cette affectation ? Alors non, je n'avais aucune connaissance avant de venir en Équateur de l'existence et des missions de la DCSD. Tout simplement parce que ce n'était absolument pas dans mon champ d'action professionnel. En étant sapeur-pompier, nous sommes des fonctionnaires publics territoriaux. Et donc, tel que c'est écrit dans le texte, on est attaché à un territoire. Et à partir du moment où on souhaite sortir de ce territoire, en fait, on répond à des avis de vacances de poste. Et j'ai découvert donc un avis de vacances de poste offert par la DCSD pour une mission en Équateur. Sachant qu'à titre personnel, ce continent me tient beaucoup à cœur puisque j'ai eu l'occasion d'y vivre 3 ans lorsque j'étais adolescent. Donc je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir y revenir et surtout, il était temps pour moi d'avoir un petit changement au niveau professionnel parce que c'était le bon moment. Quelle sont vos missions en Équateur ? Les missions ici sont vraiment très variées. Donc cela va du conseil aux différentes autorités d'État pour les pays dont j'ai une compétence. Ma compétence vaut bien sûr pour l'Équateur puisque j'y suis résident, mais aussi pour les 3 autres pays de la communauté andine que sont la Bolivie, la Colombie et le Pérou. Ce conseil est très important, ça revêt un caractère un petit peu stratégique dans certaines orientations que pourraient prendre les autorités en matière de modèle de sécurité civile, par exemple. Le cœur de la mission réside tout de même autour de ce qu'on appelle les missions d'expertise, donc l'envoi depuis la métropole d'experts français dans les différents pays pour réaliser des missions de formation, de renforcement de connaissances dans des thématiques qui seront toujours travaillées au préalable avec le pays.
C'est-à-dire qu'on est dans une logique où nous avons un petit catalogue de savoir-faire, de choses que l'on est en capacité de leur apporter. Et ensuite, le partenaire, d'un commun accord avec le poste, choisit ce qui les intéresse comme type de mission. Et je réalise la mise en œuvre de ces missions en allant chercher les experts les plus compétents, prioritairement avec évidemment l'espagnol parce que ça permet de bien fluidifier les différents échanges. Et ensuite, lorsqu'une mission a lieu, procédure classique de petit retour d'expérience et de voir si on continue dans la lignée de ce qui a été lancé, est-ce que l'on change. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de trouver avec les partenaires des niches de compétences qui les intéressent énormément. Et pour m'aider dans cela, la DCSD avait mis au départ donc ce que l'on appelle un projet de coopération feu de forêt en Amazonie. C'est un programme avec un budget associé dont j'ai la maîtrise complète pour faire venir différents experts sur la thématique de la lutte contre les feux de forêt en Amazonie pour les 4 pays de la communauté andine. Donc avec ça, cela permet en fait d'amorcer la pompe en termes de crédibilité avec les autorités, d'avoir les premiers experts qui viennent et ensuite de travailler localement sur comment continuer à avoir une collaboration la plus efficace possible. Juste pour comprendre, quand vous parlez de catalogue de compétences, qui définit ce catalogue de compétences au départ? Est-ce que c'est vous? Alors, cette notion de catalogue de compétences, elle est aussi rattachée à ce que sait faire l'expert technique international, donc l'ETI, qui est en place. De par l'analyse que l'on fait, on arrive à détecter tout de même assez rapidement dans le monde de protection civile les besoins utiles pour un pays, avec notre œil européen, ce qui a une importance. La vision européenne est un petit peu différente de la vision en Amérique du Sud. Et à partir de là, il faut convaincre les autorités que l'on est en capacité de leur apporter quelque chose dans différents sujets. Les sujets sont assez classiques, donc naturellement, vous avez compris le feu de forêt, mais nous avons aussi, par exemple, la gestion opérationnelle et de commandement, la lutte contre les inondations, la lutte contre le Covid il y a encore 1 an et demi, des thématiques plus ciblées, par exemple, la gestion des risques au sein du métro souterrain de Quito. Voilà, en fait, à partir de là, on travaille avec eux en regardant vraiment les besoins que l'on identifie et on leur propose certaines choses. L'avantage du statut sapeur-pompier, c'est que nous avons un panel de compétences, on est assez généraliste en termes de risques, et à partir de là, on arrive très clairement à poser les possibilités de mission d'expertise au regard de l'évaluation initiale que l'on fait d'une situation. D'accord. Alors, vous parliez de Quito, mais un petit peu avant, vous m'expliquiez que vous étiez sur 3 autres pays. Vous n'êtes pas sur une région qui est très petite. Comment vous travaillez sur 4 pays différents? Comment vous arrivez à assurer le suivi des missions, des partenariats que vous avez déclenchés avec chacun d'eux? Le maillon clé, c'est très clairement l'ambassade de France du pays et les relations que l'on peut avoir en qualité de TI avec les ambassadeurs, premiers conseillers, attachés de sécurité intérieure. Voilà. En fait, c'est avec ce réseau-là, on arrive à avoir une continuité. Les ambassades travaillent réellement, de ce que j'en vois, puisque je suis récent dans le monde du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on travaille en mode équipe de France. C'est-à-dire que tout le monde a la même mission, on est une équipe. Et à partir de là, dès que l'on a un besoin, on a du monde qui nous appuie et qui nous aide. D'autant plus quand on est un ETI régional qui n'est pas physiquement présent dans certains pays. Ensuite, il s'agit bien sûr de planifier, programmer des déplacements avec les contraintes budgétaires associées. Il ne faut pas occulter, malheureusement, les déplacements internes en Amérique du Sud coûtent cher. À titre d'exemple, je pars ce soir à La Paz, en Bolivie. Le déplacement coûte aussi cher qu'un Paris-Bogota. Voilà. En termes d'ordre de grandeur, voilà comment ça se passe. Donc il faut avoir aussi une bonne gestion financière et préparer le mieux possible en amont les différents déplacements pour être certain d'optimiser son temps de présence sur place. Et une fois qu'on arrive à bien comprendre comment s'intégrer dans une ambassade et le rôle essentiel des ASI, si l'on a un ASI résident, parce que ce n'est pas le cas partout non plus, mais avec les ambassadeurs, ambassadrices et les premiers conseillers, ça fait vraiment une équipe remarquable en termes d'appui en ce qui me concerne pour ma mission. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'avec ces relations, ces voyages, tous les projets que vous menez sur 4 pays différents, en dehors de l'aspect technique, vous êtes aussi complètement immergé dans l'aspect diplomatique. Et donc de cette position au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous baignez littéralement dedans. Oui, très clairement. En fait, c'est du jour au lendemain. Lorsqu'on est sapeur-pompier, on est amené à
à parler à un préfet de département, à un président de conseil d'administration ou un président de conseil départemental. Et du jour au lendemain, on se retrouve à discuter avec des ambassadeurs, des ministres, des vice-ministres. Et qui plus est, des fois dans une langue qui n'est pas native. Naturellement, il faut être le plus rapidement possible efficace. Et lorsque l'on propose quelque chose, il faut être en capacité de le tenir et de le tenir dans la durée. C'est tout l'exercice de style de cette mission ultra passionnante, mais particulièrement complexe, je pense, dans les propositions et la réactivité qu'elle nécessite. Lorsque l'on arrive, il faut essayer de comprendre certains codes de fonctionnement que l'on n'a pas. Et ça, c'est toute la beauté de ce type de mission, parce que l'avantage, quand on est ETI, c'est que si l'on se trompe, on sait parfaitement en qui on peut s'en prendre. C'est juste à soi et c'est la faute de personne d'autre. D'accord. À propos de la complexité de la mission, vous êtes aujourd'hui basé dans un État qui a beaucoup d'autres relations avec d'autres États dans la sous-région et sur le continent. Des États qui peuvent donc se positionner sur des missions de formation, de conseil ou de partenariat. Quelle est votre place au milieu de tout ça ? Est-ce que vous vendez le label France ? Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Alors juste pour préciser donc mon positionnement, ici en Équateur, je suis rattaché bien sûr à l'ambassade de France, mais je travaille au sein du ministère de la gestion des risques. Et je suis directement rattaché au ministre de la gestion des risques. Pour un fonctionnement optimal, je suis physiquement dans leur division relations internationales. Donc je suis réellement dans le bon endroit. La notion de label France, comme vous le dites, il a fallu au départ expliquer ce que l'on était en capacité d'offrir, comment on pouvait l'offrir. L'Équateur étant un pays qui avait historiquement une aide plutôt nord-américaine avec un fonctionnement nord-américain assez différent du nôtre, mais ils sont bien sûr tournés vers la coopération internationale, notamment avec le Japon et JICA, donc de manière très discrète comme le font systématiquement les Nippons. Ensuite, notre coopération, j'ai pris l'option de faire une coopération assez opérationnelle et concrète, l'idée étant de pouvoir mesurer de manière immédiate des résultats sur ce que nous proposions. C'est-à-dire que si je faisais une coopération, on va dire, un peu trop stratégique parce que j'étais à côté du ministre, on n'arrivait pas à palper clairement les résultats de ce que j'aurais pu faire. Alors qu'en commençant directement avec des missions très terrain, en faisant venir des autorités sur des actes d'ouverture ou de fermeture de session, ça leur permettait de voir ce qui avait été fait, d'interroger les gens directement qui avaient suivi ces formations et de voir en fait, de mesurer ce taux de satisfaction. Et à partir de là, ça permet justement d'avoir ce label France qui maintenant est très largement reconnu en Équateur. La preuve en est, on nous a demandé l'année dernière de pouvoir commentorer un petit peu l'accréditation IRNAP-INSARAG. En fait, c'est l'accréditation ONU des équipes Urban Search and Rescue, donc USAR du pays. Nous avons pu, avec la Direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises, désigner quelqu'un pour faire un accompagnement. Le pays vient d'avoir cette accréditation et maintenant, de cette semaine, je vous livre l'info, le pays vient d'écrire à l'ambassadeur en demandant d'avoir un mentoring français complet sur la classification internationale, c'est-à-dire ce qui permet à des équipes de USAR du pays de pouvoir partir sous label ONU à l'étranger en cas de tremblement de terre. Donc on est vraiment sur une marque de confiance et de reconnaissance du savoir-faire français. Alors justement, à propos de ce savoir-faire français, vous nous parliez au début de cet entretien des formateurs qui viennent. Comment sont définis les besoins? Qui les demande? Est-ce que c'est vous qui, par vos connaissances, appelez les gens en France en disant « il faut venir apporter votre savoir-faire » Quelle est la chaîne de décision entre l'idée de départ et l'arrivée des formateurs en Équateur? En fait, cela se fait en lien avec la Direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises, où j'ai un officier de liaison qui m'est attitré. Et lorsque, par exemple, j'identifie une nature de mission pour un pays, j'ai un besoin de X experts pour X jours ou X semaines. Et là, j'exprime donc le besoin. Soit la direction générale recherche les experts dont j'ai besoin, soit elle me donne un quitus pour que j'aille moi-même travailler avec les différents services départementaux d'incendie et de secours pour trouver la ressource qui m'intéresserait. Donc c'est cette option-là qui est retenue avec la direction générale. J'ai l'autorisation d'aller rechercher directement les experts qui pourraient m'intéresser
en termes de compétences et dans la mesure du possible de langue espagnole. Comme vous disiez, c'est tout à fait ça. On appelle, est-ce que vous êtes dispo ? À partir de là, on déclenche la procédure d'autorisation via les différents directeurs départementaux. On cale les modalités pratiques, logistiques. Enfin, on construit tranquillement la mission. Ça se fait environ 45 à 30 jours avant le début de la mission, ce qui permet d'absorber une phase d'incertitude ou de problématiques qui peuvent arriver de manière assez classique dans ce genre de mission. Et en fait, ça se passe très très bien. Et une fois qu'on a commencé 1 fois, 2 fois, 3 missions, à la fin, on se retrouve avec un réseau d'experts avec lesquels on a déjà travaillé, avec lesquels on a une certaine confiance parce que les partenaires nous ont fait remonter que la mission s'était bien passée, qu'ils seraient ravis de pouvoir rebénéficier d'une expertise française dans le même domaine ou un autre domaine. Enfin voilà, c'est une construction de crédibilité tout au long du mandat de l'ETI. Et à la fin, voilà, moi techniquement aujourd'hui, je me retrouve avec un bon vivier d'experts sur différentes thématiques et je n'ai aucune problématique pour aller rechercher les compétences quand j'en ai besoin. J'ai actuellement une mission feu de forêt en Colombie, feu de forêt niveau 1-2. Donc j'ai 2 experts, c'est leur 3e mission qu'ils réalisent dans ce pays avec les mêmes acteurs. Donc si vous voulez, on essaie aussi de créer une certaine continuité dans ce que l'on fait pour que le partenaire voie aussi la progression que l'on est en capacité d'emmener. J'ai un expert qui est aujourd'hui présent en Équateur, qui vient de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Il vient faire ce qu'on appelle un stage de préfiguration, avant de revenir dans 15 jours avec un autre collègue pendant 2 semaines. C'est un pilote en termes de fonctionnement ici, c'est-à-dire qu'on fait venir quelqu'un sur une thématique bien définie, mais on vient voir comment travaille le partenaire et on propose avec le partenaire un emploi du temps, un mode de fonctionnement en s'inspirant de leur méthode de travail à eux pour venir mettre de suite en surimpression un savoir-faire français sans totalement modifier leurs habitudes. C'est quelque chose qui est très important en Amérique du Sud, le fait de ne pas casser leur habitude et de venir mettre en surimpression justement des petits modules, des petits tips qui leur permettraient de grandir en matière de protection civile et ils sont particulièrement friands de ce genre de fonctionnement. Donc là, on est en train de le tester et on verra le résultat mi-décembre à la fin de la mission. Là, vous parliez de ne pas casser les habitudes, mais ce n'est pas évident quand on ne connaît pas le pays, ou en tout cas, du moins quand on vient d'arriver les premières semaines, les premiers mois, c'est pas évident d'intégrer tout ça. Comment on fait justement pour connaître ses habitudes et savoir où placer le curseur pour venir apporter quelque chose de supplémentaire sans casser ses habitudes ? C'est une bonne question. En fait, on est dès le départ dans la prise de risque. On n'a pas trop le choix. Il faut essayer de trouver quelque chose qui puisse convenir et qui puisse convenir très rapidement parce qu'une fois qu'on est en place, on a besoin justement d'apporter cette petite expertise française. Mais je pense qu'avec l'expérience, le bagage que les ETI ont de manière professionnelle, il y a des choses qui arrivent à transpirer. On ressent un petit peu parce qu'il n'y a pas le memento de l'ETI au niveau de la DCSD qui vous dira voilà, quand vous arrivez dans tel pays, vous proposez ça, ça va marcher, voilà. C'est pas tout à fait comme ça. Moi, je suis arrivé, par exemple, sur une création de poste. Donc, on part d'une feuille un petit peu blanche avec plusieurs pays. Donc, il faut trouver le plus vite possible ces fameuses niches de compétences qui vont intéresser les différents partenaires. Au départ, on est dans la prise de risque. On n'a pas le choix. Il faut décider, il faut choisir quelque chose. Et en fait, c'est un travail là sans filet. Parce qu'il y a personne qui va nous dire, si on pose la question, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pas ? Non. Je me rappelle, avant de partir de la DCSD, j'avais eu l'occasion de rencontrer, bien sûr, l'adjointe de la DCSD, qui est une diplomate, qui m'avait dit, en fait, vous verrez, vous n'aurez jamais de problème. Vous n'avez qu'une seule question à vous poser quand vous êtes ETI, parce que vous n'avez besoin d'aucune autorisation. La question, c'est, est-ce que ça sert la France ? Si la réponse est oui, vous faites. Si la réponse est non ou si vous avez un doute, vous ne faites pas. Et vous verrez qu'avec ça, vous allez avancer de manière très sereine. Tous les jours, j'applique ce précepte. Je vous le garantis. Et ça fonctionne. D'accord, très bien, c'est noté. Est-ce que parler espagnol, vous nous disiez que vous aviez habité adolescent en Amérique du Sud, donc vous avez une bonne maîtrise de la langue, est-ce que c'est important pour votre travail ? Est-ce que parler espagnol, vous nous disiez que vous aviez adolescent habité en Amérique du Sud, donc vous avez une bonne maîtrise de la langue,
est-ce que c'est important pour votre travail? Question toute bête en fait, est-ce que les gens se disent que c'est un peu une marque de respect, le fait de parler leur langue? Est-ce que ça montre votre envie de vous intégrer et de travailler de manière très fine avec eux? C'est exactement ça. Vous avez une lecture très juste. Dans une création de poste où vous arrivez dans un ministère équatorien, si vous ne parlez pas leur langue, il va être très compliqué d'acheter de la crédibilité. Parce que vous pouvez arriver avec l'anglais, comme un petit peu tout le monde, sauf qu'ici, l'anglais n'est pas forcément une langue reconnue et encore moins utilisée. Donc, si vous n'avez pas l'espagnol, vous n'avez pas la démarche idoine pour acheter cette crédibilité. Donc, le fait d'avoir l'espagnol et d'avoir un petit rafraîchissement, on va dire, au bout de 3 semaines, on recommence à parler assez facilement et en fait, on est vraiment en immersion complète, donc on ne réfléchit plus en français. Très clairement, aujourd'hui, j'ai du mal à parler français. Des fois, je cherche mes mots parce qu'au quotidien, je parle en espagnol. Donc, mais sans avoir l'espagnol, sur un poste en immersion dans un ministère équatorien, je ne dirais pas que c'est voué à l'échec, mais c'est un pari peut-être un peu osé. Je comprends. Alors justement, ces relations, vous êtes un expert technique, là-dessus c'est bien l'intitulé du poste, mais au-delà de ça, il y a une nécessité de relations humaines. C'est quoi la place de cette relation dans votre partenariat? Vous êtes censé dispenser une formation technique. C'est quoi la place des relations humaines dans cette mission de la DCSD? Très, très clairement, je la cible entre 50 et 75% de la réussite de la mission, en fonction des pays. L'aspect relations humaines est capital. Ici, ce sont des latins, la notion chaleur humaine, enfin voilà, ils ont besoin de ce contact avec les gens, très clairement. Et le fait d'être en immersion, de se mettre à leur niveau, de les comprendre, de faire l'effort de parler leur espagnol, parce qu'il y a différents types d'espagnol, et d'aller jusqu'à inclure quelques petites expressions locales pour justement montrer qu'on s'adapte et qu'on intègre bien les différents codes, pour eux, c'est capital. Ils apprécient réellement d'avoir des gens qui se mettent à leur portée, à leur niveau, et qui comprennent la culture. Ça, c'est important. C'est ce que la coopération française fait ici en Équateur et en Amérique du Sud. Ce n'est pas forcément le même mode de fonctionnement pour d'autres types de coopération qui existeraient. Donc ça plaît énormément et ça contribue justement, je reviens dessus, à acheter cette crédibilité et à leur montrer le comment on a envie de travailler avec eux. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour eux, on travaille avec eux, on fait des échanges. Et ça permet aussi, à un moment donné, de leur dire non, ça, c'est pas possible, je ne pense pas que vous ayez besoin de ce type d'aide, ou en tout cas, c'est pas nous qui pourrons vous l'offrir parce qu'elle sera moins efficace. Et ça, c'est vraiment, ces relations humaines, c'est absolument essentiel. Pour la Bolivie, par exemple, comme je suis non résident en Bolivie, ce sont les relations humaines et les premières missions d'expertise avec un résultat concret sur le terrain qui m'ont permis de continuer à travailler avec différents partenaires qui potentiellement dans le pays ne peuvent pas se voir les uns les autres. Ça, c'est tout l'art de la diplomatie qui est géré par le poste. Ils arrivent à faire asseoir à la même table des gens qui habituellement n'arrivent pas à se parler. Donc on est bien vraiment, même dans cette diplomatie au niveau de la Bolivie, sur miser sur les relations humaines. Alors justement, dans ces relations, vous arrivez quand vous prenez votre poste, et en plus il faut le faire sur 4 pays, vous arrivez avec un CV conséquent, vous avez déjà une grosse expérience avec la sécurité civile et vos postes chez les sapeurs-pompiers. Est-ce que ce CV suffit ou est-ce que la confiance vers la personne que vous êtes, mais aussi vers l'expert que vous êtes, elle se gagne petit à petit? Et comment elle se fait au début? Est-ce que vous mettez par exemple tout de suite en place une formation pour qu'il y ait quelque chose de concret, comme vous le disiez tout à l'heure, pour qu'ils puissent savoir ce que vous savez faire? Comment vous avez fait en fait? En fait, le CV, au niveau des partenaires ici, personne n'a mon CV parce qu'il n'y a pas d'utilité à leur transmettre. Je pense, il n'est pas techniquement, voilà, il n'est même pas traduit en espagnol mon CV. Personne ne l'a, donc les gens ne savent pas ce que j'ai fait avant de manière écrite. Naturellement, ce sont des éléments au début où, quand on se présente, on explique qui on est, ce qu'on a pu faire. Mais voilà, on revient à la question précédente, ça permet aussi de travailler les relations humaines. Parce que mettre un CV sur une table entre 2 personnes, c'est quand même quelque chose d'un petit peu trop impersonnel. Alors que de suite, briser la glace et échanger sur qui on est, ce que l'on a fait, comment on voit certaines choses, ce que l'on pourrait apporter de par notre expertise, ce sont justement ces relations humaines dont on parlait et qui pour moi étaient essentielles au départ pour justement essayer de créer une relation avec eux
et derrière analyser qu'est-ce qui serait utile pour eux dans un premier temps, dans le cadre bien sûr d'une mission d'expertise, parce que ça restera un petit peu le centre du sujet, mais comment calibrer la première mission, sur quelle thématique, au profit de qui, parce que ça ce n'est pas anodin, il y a énormément d'acteurs dans les différents pays. Tout ça, nous, en analysant quel serait le retour positif pour la France et pour le TI, quelles seraient les suites qui pourraient être données dans la continuité de cette première mission d'expertise, par exemple. Il n'y a aucune volonté, par exemple, de ma part, de créer une mission, entre guillemets, one-shot. Le pays me demande quelque chose, je le fais, puis après, il me demande autre chose, je le fais. Non, c'est pas comme ça. L'analyse, c'est qu'est-ce qui peut être fait à partir d'une mission sur du moyen terme minimum. Notre coopération s'établit sur du moyen long terme. L'idéal est de pouvoir solliciter des budgets auprès de la DCSD via des projets pluriannuels. C'est le travail du coopérant aussi d'aller se battre un petit peu pour récupérer de l'argent pour sa coopération. Et on est tous en saine compétition dans l'enveloppe globale de la coopération de la DCSD. Mais tout ça, c'est le travail de l'ombre qu'il faut réaliser. Le préalable, naturellement, ce sont les relations humaines et l'analyse des besoins des différents partenaires. Alors pour l'Équateur, c'est plus simple parce que physiquement présent. Pour les autres pays, c'est peut-être un peu plus complexe parce que le côté relations humaines n'est pas aussi présent que je peux l'avoir en Équateur. Évidemment, je comprends. Alors, à propos de partenariat et d'expertise et de votre rôle, est-ce qu'il y a une partie, j'allais dire, soutien à l'exportation des entreprises françaises, ou en tout cas de l'exportation du savoir-faire français, peut-être à travers du matériel ou autre? Est-ce que c'est dans vos attributions? Comment ça se traduit? Oui, alors très clairement, le soutien aux exportations fait partie du travail qui est à réaliser. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir proposer du matériel français auprès de sapeurs-pompiers ou d'autres organismes pour qu'ils puissent l'acheter parce qu'on le connaît, on est en capacité d'amener des formations dessus. Enfin voilà, on est quand même dans une zone géographique où en termes de normes, la norme CE n'est pas très présente. On est plutôt sur de la NFPA nord-américaine. Mais nous avons des acteurs qui se tournent très fortement vers l'Union européenne en termes de normes. Très clairement, sur des exemples classiques, des équipements de protection individuelle, donc les tenues sapeurs-pompiers, le gros pantalon, la grosse veste, la grosse bouteille dans le dos, tout ça, voilà, sont des équipements qui sont surtout achetés vers les États-Unis, mais certains se sont tournés vers l'Europe et la France en particulier, tout simplement parce que les matériels sont tout aussi efficaces, sont beaucoup plus légers, beaucoup plus ergonomiques d'emploi. Enfin là, je vais prêcher pour notre paroisse, c'est sûr, mais clairement, ils sont beaucoup mieux adaptés à leur morphotype ici aussi, parce que ce ne sont pas tous des Golgoth de 2 mètres qui poussent de la fonte et qui font 110 kilos. Ça, c'est pas le profil habituel ici. Donc, quand on leur explique que nous, on essaye d'avoir les équipements les plus performants, mais les plus légers aussi, pour être en capacité de durer le plus longtemps possible sur la mission en limitant les contraintes physiques, ça leur parle. Et à partir de là, on travaille avec eux. J'ai eu l'occasion de faire venir 1 ou 2 fournisseurs parce que l'occasion s'en est présentée. Ensuite, voilà, chacun fait son travail. Moi, je ne regarde pas la suite, mais on reste en mode équipe de France. Vous me parlez du matériel et des tenues. Une question me vient par rapport à ça. Est-ce que ça a été une surprise pour vous, le travail dans cette région? Je pense au feu, mais ça peut être autre chose. Vous parliez tout à l'heure du métro sur Quito. Où globalement, les process sont les mêmes que ceux que vous avez pratiqués, appliqués quand vous étiez en France au sein de la sécurité civile ou chez les sapeurs-pompiers? Il y a eu une très grosse surprise parce qu'en fait, l'écart est monumental entre les différents pays, les différentes unités qui sont en capacité d'intervenir. On est vraiment sur des gouffres. C'est pour cela qu'il faut très clairement adapter aussi notre coopération aux partenaires. Les missions qui sont faites en Bolivie ne sont pas des missions que je vais proposer en Équateur. Le niveau, le besoin n'est absolument pas le même. D'où cette importance de faire l'analyse initiale pour être certain de proposer quelque chose en cible et qui va vraiment les intéresser. À titre d'exemple, si vous prenez la ville de Quito, donc en Équateur, les sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers municipaux comme on avait en France il y a une 40aine d'années. Quito, c'est la ville la plus riche du pays, donc les sapeurs-pompiers ont un très gros budget, donc ils ont du matériel tout neuf, ils sont tournés aussi pas mal vers l'Europe en ce moment, et en Bolivie, il n'y a absolument rien.
on part de zéro. Donc, dans le travail qui est fait, là, par exemple, je pars ce soir en Bolivie. J'ai une donation le mercredi prochain au profit de pompiers boliviens de casques de la part d'un SDIS qui a bien voulu faire cette donation-là. Ça a pu être transmis via la valise diplomatique. Et en fait, je vais équiper des pompiers avec des casques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de casque. On est vraiment sur des écarts absolument remarquables. D'accord. Alors je sais que ça va être un peu compliqué comme réponse pour vous, mais est-ce qu'il y a une mission, un projet qui vous a plus marqué que les autres ? Oui, honnêtement oui. Lorsque je vous parlais que l'Équateur avait réussi la certification IRNAP-INSARAG, donc cette reconnaissance de l'ONU à valider ses équipes sous un process réglementé et universel, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que en 2016, l'Équateur a subi un terrible séisme au niveau de la côte. C'était environ 800 morts. Enfin, c'était quelque chose d'assez catastrophique pour eux. Et dès 2017, ils se sont mis en fait à créer des unités USAR pour justement pallier au prochain tremblement de terre et avoir cette capacité à réagir. Et ils se sont mis à travailler sous un format INSARAG sans jamais aller chercher la reconnaissance officielle INSARAG de l'ONU. Ça a été une petite discussion à bâton rompu au départ avec le ministre de la gestion des risques ici, où je lui disais vous faites déjà de l'INSARAG sans avoir de la reconnaissance INSARAG. C'est dommage, parce que si vous aviez cette reconnaissance INSARAG, vous pourriez classifier des équipes pour partir à l'étranger. Et notamment, ce serait très bon pour l'Équateur, parce qu'il y a actuellement uniquement 3 pays en Amérique du Sud qui sont certifiés. Donc je lui dis c'est quelque chose qui serait utile. Le ministre, bien sûr, l'a entendu parce qu'il reste quand même très à l'écoute. Toutes les personnes qui l'entourent lui ont dit il faut surtout pas y aller, on va jamais y arriver. Et en revenant me voir, il m'a dit qu'il pensait de ne pas y aller. Je lui dis le seul moyen d'être sûr que vous n'allez pas y arriver, c'est de ne pas y aller. Si vous n'y allez pas, vous l'aurez pas. Et je lui dis moi, si vous y allez, vous avez un appui de la France qui est déjà validé, un expert reconnu qui vient, qui vous fait un mentoring technique. Et techniquement, ça vous coûte pas grand-chose en fait. Et à la fin, il y est allé. Ils l'ont eu au bout de 18 mois. Et maintenant, ça leur a tellement plu qu'ils vont justement valider les USAR de Quito et de Guayaquil pour cette classification internationale. Donc ça, c'est un projet qui, moi, me tenait à cœur et qui démarre uniquement par une petite discussion à bâton rompu avec un ministre. Mais ça s'est fait au bout de presque 2 ans de présence sur le territoire et donc le capital confiance existait déjà. Ça veut dire qu'il pourrait être employé au titre de l'ONU n'importe où dans le monde grâce à cette qualification qu'ils viennent de passer, c'est bien ça ? En fait, ce ne serait pas employé par l'ONU, mais pour vous dégrossir un petit peu le sujet, vous avez un tremblement de terre dans un pays, le pays va faire appel à l'aide internationale et par exemple va demander à ce que les équipes qui viennent aient la reconnaissance INSARAG. Cette reconnaissance permet de garantir au pays qui va accueillir que toutes les unités qui rentrent sur le territoire ont au moins le même bagage de connaissances. Ça évite d'avoir quelques hurluberlus qui arriveraient en s'autoproclamant experts de je ne sais quoi. Donc ça permet d'avoir une certaine uniformité et des garanties pour un pays qui est largement sinistré et qui a besoin de cette aide. Donc ça reconnaît à l'Équateur cette capacité ensuite à pouvoir intervenir en dehors d'un cadre bilatéral, comme il pourrait l'avoir avec le Pérou par exemple, mais être en capacité de prendre un avion et d'aller en Turquie, récemment sur le dernier tremblement de terre. Voilà, ça leur permettrait de répondre à cette demande internationale sous réserve que le pays hôte, bien sûr, accepte l'aide qui est proposée. Mais cette norme INSARAG amène une garantie que les gens qui arrivent ont des process, du matériel et la compétence minimale requise et reconnue par l'ONU. C'est absolument capital lors d'une catastrophe. Bon, alors, c'est pas de l'orgueil ni de la prétention, Philippe, mais je pense qu'il y a quand même une vraie fierté en tant qu'ETI d'avoir obtenu ça, non ? En fait, peut-être pas une fierté, mais le sentiment en tout cas que sur ce point-là, oui, le travail semble plutôt bien fait sur cette thématique-là et que dans ce qui est proposé, voilà, j'ai été en cible et on a mené le projet conjointement avec eux. Donc oui, il y a un sentiment plus de fierté, je dirais, moi, c'est de l'utilité. Voilà, on se sent utile dans le poste et ça c'est bien. Mais ça reste un travail d'équipe. Un tout seul, on ne fait absolument rien. S'il n'y a pas une équipe avec vous, vous ne pouvez pas y arriver.
Vous quittez dans quelques mois, à l'été 2024, votre poste à la DCSD, donc il reste encore beaucoup de choses à faire, je le sais bien, mais déjà au bout de ces 3 années passées, qu'est-ce que vous allez retenir de cette mission au sein de la DCSD ? Pour moi, très clairement, et là ça va être très personnel, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à une telle intensité, en fait. Parce que ce n'est pas un travail physiquement complexe, ça c'est clair, mais vous devez toujours avoir, comme on dit dans les tiroirs, des projets qui soient prêts pour être en capacité d'ouvrir le tiroir au bon moment et de sortir de suite quelque chose et de le faire valider. C'est cette fameuse prise de risque. Au titre du travail qui a été fait, sur place, la notion d'équipe est très importante. Tout seul, j'aurais pas réussi. Il est clair que, et je le dis en toute sincérité, sans mon épouse, c'était voué à l'échec, parce que l'appui inconditionnel, les interrogations, parce que je vous assure qu'au début, quand vous créez un poste pour 4 pays, les premières nuits ne sont pas très tranquilles, parce que c'est pas simple, on a envie de bien faire. Qui plus au niveau du contrat, on a 2 mois de période probatoire, donc c'est sympa au niveau de la motivation. Mais de pouvoir échanger avec mon épouse, parce qu'elle vient de l'environnement sapeur-pompier elle aussi, c'est quelque chose de très utile pour la création de certains projets. Parce qu'on est dans le partage, on est dans l'échange, et la thématique sapeur-pompier, lorsque vous arrivez en Amérique du Sud, vous êtes le seul sapeur-pompier français en Amérique du Sud. Donc il y a de grosses attentes naturellement sur la mission. On a besoin d'échanger. Moi, j'ai besoin d'échanger. Les idées, c'est pas ce qui manque, mais j'ai besoin de confronter mes idées. Moi, j'ai besoin du débat contradictoire, chose que j'avais remarquablement avec mon épouse. En fait, comme il y a besoin de communiquer pour exister, et là je la cite, sans cette communication qu'elle a réussi à mettre en place avec moi, toute la documentation qu'elle a pu faire pour crédibiliser mon travail, pour faire connaître aux différents partenaires tout cet aspect communication, sans ça, j'aurais eu un travail beaucoup plus intime, moins reconnu, et qui aurait au final, je pense, certainement pas la même portée qu'il a aujourd'hui. Aucun regret alors ? Ah non, surtout pas. Non, ça va pas être possible. Très bon choix, la mission. Alors justement, à propos de cette mission, d'après vous, quelles sont les qualités requises pour occuper ce poste ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à votre successeur ? Très clairement, la qualité première, l'adaptabilité. Comme je vous disais, il faut être en capacité de switcher du jour au lendemain sur un mode de fonctionnement SDIS, donc fonctionnaire territorial, à, je vais dire, un fonctionnaire du monde. Où vous parlez avec des ambassadeurs, mais c'est pas une fois dans l'année que vous parlez avec un ambassadeur, ça peut arriver plusieurs fois par mois, très clairement, des ministres, des vice-ministres en fonction de l'organisation des différents pays. Et là, il faut être bien connecté quand même, parce que ce que vous dites va être entendu, va être compris, et ensuite il y a de la mise en œuvre à faire. Donc je pense qu'il faut avoir une capacité d'adaptabilité et de répondre aux différents besoins. À un moment donné, il faut aussi savoir dire non, mais quand vous dites non, je recommande d'avoir tous les arguments en poche pour le justifier. Vous le disiez au début de cet entretien, vous ne connaissiez pas la DCSD. Aujourd'hui, avec un peu de recul, quelle est l'image que vous en aviez en arrivant et quelle est l'image que vous avez de cette direction aujourd'hui dans laquelle vous servez depuis plus de 3 ans ? Au début, je pensais que la DCSD allait être uniquement mon employeur, c'est-à-dire ceux qui signaient mon contrat, et par la suite, les gens à qui j'allais rendre compte de mon action. Je ne maîtrisais absolument pas l'organigramme et les capacités de travail qui existaient au sein de la DCSD. C'est une fois que l'on arrive en poste, en fait, on s'aperçoit de la puissance que représente cette DCSD. C'est un vrai partenaire, c'est un vrai appui. Pour moi, la DCSD, c'est l'attaquant de mon équipe de France dont je vous parlais. Moi, j'ai besoin d'eux. Visiblement, ils ont besoin de moi aussi, parce qu'on reste un réseau de plus de 300 ETI de par le monde, donc géré par la DCSD. Donc ça reste une boutique vraiment remarquable et qui est en capacité, le plus surprenant, c'est la réactivité qu'ils ont. On a des choses qui peuvent traîner des jours, des semaines, parce qu'on est sur des fonctionnements administratifs peut-être un peu pénibles de temps en temps, mais voilà, honnêtement, c'est pas pire qu'ailleurs. En revanche, quand il s'agit d'être réactif, c'est vraiment une direction très réactive. Chapeau bas, parce que honnêtement, tout ce qu'ils ont à faire, plus d'une 50aine de pays dans le portefeuille avec des coopérants, arriver à prioriser et être à l'écoute lorsque l'on pose des questions, je pense que ce n'est pas simple. Au final, je m'aperçois qu'on a énormément de résultats et de la considération pour tous les ETI qui sont en place. Ça,
ça permet de renforcer ce sentiment d'utilité que l'on peut avoir. Alors, pour terminer, parce qu'on va vous laisser vous préparer pour partir en Bolivie, j'ai une question que je pose à tous nos interlocuteurs. J'ai d'ailleurs souvent la même réponse, mais je tiens quand même à vous la poser. Est-ce que vous êtes un coopérant heureux ? Ah oui, complètement. Je suis particulièrement satisfait de la coopération. Alors ça peut paraître bizarre parce que je rentre à l'été prochain. La 5e année, comme on l'appelle, aurait pu m'être proposée, mais j'ai préféré ne pas la solliciter car je pense que maintenant la coopération qui est en place est une coopération établie avec des bases assez correctes. Et il est temps d'avoir un coopérant qui ait de nouvelles idées et qui puisse, j'espère, s'appuyer sur ce qui aura été laissé en place en Équateur pour l'Amérique du Sud, mais surtout avoir un mode de pensée différent et être en capacité maintenant de basculer sur une coopération un peu plus stratégique, puisque moi je l'avais axé, comme je vous disais, sur des choses assez opérationnelles pour poser des bases. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'avoir un regard neuf sur la coopération en Amérique du Sud et développer des conventions, des partenariats avec... voilà, je laisserai mon successeur avec les chaussons prêts à être chaussés. Je pense qu'il arrivera à faire un travail remarquable et qu'il arrivera à signer des accords, des conventions, vous appelez ça comme vous voulez, mais établir des projets à moyen, voire un peu plus long terme. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.